Je pense qu'on peut parfois se poser la question de pourquoi est-ce qu'en 2024, on est encore occupé à parler de questions raciales et de questions coloniales. Parce qu'en entendant certaines personnes, ça date d'il y a longtemps, hein, certaines indépendances sont là depuis plus de 60 ans et on est en train encore, parfois on nous déclare même que c'est du passé et il faut passer à autre chose. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Et les personnes qui s'évertuent à dire ça ont tout intérêt à nous faire croire, à nous les principales personnes concernées par la question même des discriminations, que ça se passe dans notre tête. Ça, la première chose que je voudrais mettre en avant, c'est qu'il y a un rôle social et psychologique dans le fait de dire aux personnes qui sont la cible de ces stéréotypes qu'en fait il faut passer à autre chose. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est selon vous, est-ce que quelqu'un ou quelqu'une pourrait me donner un exemple de ce que vous pourriez qualifier de stéréotype raciste? Tous les noirs savent danser. Tous les noirs savent danser, ok. Les noirs sont toujours en retard, ok. Ah, métis exotique. Métis exotique, d'accord, ok. Oui, je vous écoute. Les poils noirs. Les Poils noirs. Les poils noirs. Ouais. Tout ce qui est noir et tout ce qui est mollet associé noir, poils noirs. D'accord, oui, tout à fait, oui. Et c'est très intéressant aussi parce qu'en fait, la langue dit beaucoup des rapports sociaux. Les blagues aussi disent beaucoup des rapports sociaux parce que vous allez retrouver qu'en général, les personnes dont on se moque en soi-disant faisant des blagues, ben ce sera les femmes. Et les expressions en français disent beaucoup aussi du rapport social. Tout ce qui sera associé à noir, ce sera négatif. Donc, dans beaucoup d'expressions françaises, lorsqu'on utilise l'adjectif noir, il est toujours suivi d'une connotation qui est négative. Et inversement, par exemple, on va dire blanchir quelque chose pour le rendre bien, hein, convenable. Il travaille au noir, donc c'est-à-dire que le travail est négatif et ne correspond pas à la manière dont il est censé se faire. Il avait un regard noir, ses pensées étaient noires. Donc plein de choses comme ça. On le retrouve aussi, par exemple, avec être le bouc émissaire, une tête de turc. Ça aussi, ça fait des rappels aux conditions sociales et aux dynamiques que l'on peut retrouver dans nos sociétés. C'est pour ça aussi qu'énormément de soi-disant blagues concernent les femmes en particulier. Donc on retrouve ceci. Alors ma deuxième question, c'est que c'est intéressant parce que parmi les stéréotypes qui ont été donc cités, est-ce que vous les aviez vous aussi entendus avant? Ou la première fois que vous les entendez, c'est là maintenant? Voilà, donc plusieurs personnes hochent la tête en disant que c'est pas la première fois. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que des gens qui ne se connaissent pas ont tous et toutes déjà entendu ces expressions et ces stéréotypes au préalable. Ce que ça démontre, c'est que les stéréotypes racistes sont quelque chose qui est construit. Et la construction que l'on va notamment mettre en avant durant cette intervention, c'est la question de la propagande coloniale. C'est ça, en fait, qui a été mis en place via la propagande coloniale. C'est le fait de pouvoir construire un socle commun dont des gens qui ne se connaissent pas et qui ne viennent pas du même milieu vont pouvoir recevoir en héritage. Donc la question des stéréotypes racistes est vraiment quelque chose que l'on a fait recevoir en héritage dans la société belge. Donc la deuxième question que je peux vous poser, c'est à votre avis, comment est-ce que la propagande coloniale a pu produire des stéréotypes racistes? Quels sont les moyens, selon vous, qui ont été mis en place pour pouvoir obtenir une propagande coloniale? Les bonbons, là. Les bonbons. Les bonbons, oui, tout à fait. Dans le mot propagande, il y a et sous-entendu la diffusion. Ok. Donc, bien souvent, on nous fait croire que tout le monde, à une certaine époque, donc quand on parle de colonisation, avant qu'on aille plus loin dans qu'est-ce que la propagande coloniale, j'aimerais qu'on revienne sur aussi, selon vous, qu'est-ce que la colonisation? Qu'est-ce que vous associez à la colonisation? Il y a bien cité Tout à fait. Le chocolat, autre chose, les bananias. Oui, tout à fait. Donc, c'est la... Et l'éducation aussi. Oui, l'éducation, mais en fait, l'éducation, elle se base sur des outils. Et parmi les outils de la propagande coloniale, on a par exemple des livres, on a des bandes dessinées, on a toutes malheureusement entendu parler, ou même on a peut-être même été amené à lire Tintin au Congo. C'est un outil de propagande coloniale
de Hergé, qui était en plus d'être négrophobe, était aussi antisémite, il faut le rappeler. Donc les éléments comme les bouquins, la photographie, tous ces éléments participent en fait à faire construire une image de qu'est-ce que le noir, qu'est-ce que l'Africain et qu'est-ce que le Congolais tout particulièrement. Donc c'est ce qui fait que des gens qui ne se connaissent pas peuvent ressortir les mêmes stéréotypes sur un groupe donné, ici en l'occurrence sur les Noirs et les Africains et les Congolais en particulier, parce que quand bien même nous ne nous connaissons pas, on a toutes et tous hérité de cette propagande coloniale que l'on retrouve en premier lieu aussi à l'école, qui nous est appris de manière complètement décomplexée, sans pourtant la qualifier de propagande. White supremacy, je ne sais pas comment on dit ça en français. La suprématie blanche. Oui, voilà. Et qui est venue aussi avec l'Église, il faut le dire. Tout à fait, donc il y a un rôle très important de l'Église. Oui. Avec les images du Dieu blanc, Jésus, Marie, tout le monde. Du Sauveur, donc. Du Sauveur, et qu'on doit se prosterner devant eux. Et le fait que quand ils sont arrivés, on les prenait, on les transportait, ils avaient des gens pour les transporter. Et donc ça a emmené le mental de Nzungu de Monsieur Nzungu. Voilà. Ok, très bien. Donc il y a un aspect psychologique, il y a le rôle de l'Église, il y a aussi une hiérarchisation, parce que les personnes qui sont louées, qui sont en haut, ne ressemblent pas aux personnes à qui on destine cette idéologie. Ok. Quelles sont les premières choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à la colonisation? Les jouets, les petites poupées qui aujourd'hui on trouve des poupées afro, mais à l'époque c'était que des poupées blanches. D'accord. Voilà, des Barbies par exemple, j'ai encore joué à la Barbie petite. Voilà, donc les jouets. Tout à fait. Et si je vous dis colonisation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi la colonisation pour vous? Oui. Moi, je pense que la première chose, le principe de base de la colonisation, c'est de voler les ressources. Le principe de base de la colonisation, c'est de voler les ressources. Oui, donc l'accaparement des terres et des ressources. Ok, tout à fait. Oui, madame. Juste les langues. Les langues français. Oui, tout à fait. Vous pouvez parler en langue africaine, on se comprend, non? Non, je pense pas, parce que là, en tant que tel, je pense que c'est pas quelque chose qui est... Moi, ma langue maternelle, c'est le français. C'est la langue qui m'a été apprise par ma maman. Mais en tant que tel, il n'y a pas une langue africaine. Il n'y a pas une langue européenne. Donc, par exemple, quand les Européens, je veux dire, par exemple, blancs sortent dans la rue, un Espagnol ne va pas comprendre un Suédois, et inversement. Mais c'est l'apport de la langue. Tout à fait. Communication chez nous, les langues, les langues officielles. Ouais. C'est l'anglais, le français, le suédois, l'allemand et tout le reste. Nos langues, on va dire langue vernaculaire. Tout à fait. C'est pas des Ou langues, dialecte. c'est une langue. On va dire dialecte. Dialecte, c'est une langue. Ouais, quand on fait le CV, on ne dit pas que je sais parler le bamou, le bamileke, le lingala, le seri. Ah ben moi, personnellement, je mets lingala dedans. Mais quand vous allez mettre, c'est d'abord les langues européennes qu'on voit comme langue. Tout à fait. Comme langue. Il y a une hiérarchisation des cultures. C'est des langues de chez eux. Il y a une hiérarchisation des cultures et ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas. Juste donc, pour revenir sur certains des éléments donc, que l'on associe à la question coloniale, premièrement, il y a la question donc, de l'accaparement des ressources et des terres, parmi les fondamentaux, donc par le vol, la rapine. Il y a aussi et surtout la question de la déshumanisation. La déshumanisation des Noirs est absolument la pierre angulaire qui permet de mettre en place tout le reste. Et donc c'est à ça aussi qu'a servi la question de la propagande coloniale, c'est d'instaurer dans les esprits que, en fait, étant donné que ces personnes ne seraient pas autant humaines que nous, ou en tout cas pas égales à notre niveau d'humanité, c'est ce qui fait qu'on peut mettre en place un système qui est basé donc sur le vol, qui est basé sur le viol, qui est basé sur le fait de déshumaniser, qui est basé sur le fait de s'accaparer des terres, de s'accaparer des richesses. C'est que la pierre angulaire aussi, et qui permet donc le reste, c'est la question de la déshumanisation. Là, et pour montrer que ce n'est pas quelque chose qui s'est uniquement passé à ce moment-là, on le voit encore à l'heure actuelle. C'est ce qui explique par exemple que ça fait 30 ans qu'à l'est du Congo, il y a une déstabilisation et que des enfants peuvent se retrouver à travailler dans des mines. Parce qu'en fait, pour nous, c'est pas vraiment absolument des enfants de la même manière que d'autres. Parce que ces enfants-là sont noirs et africains.
C'est la même manière aussi qui fait que là, maintenant, il peut se passer un génocide en Palestine, parce qu'en fait, on part du principe que ces gens ne sont pas absolument humains de la même manière que les autres. Plutôt que la déshumanisation est l'une des pierres angulaires dans la mise en place du système colonial. Il n'y a pas un secteur, un domaine, que ce soit privé, professionnel, médical, éducationnel, qui ne soit pas touché par la question raciale et plus spécifiquement par les discriminations raciales. Et donc je me suis retrouvée un jour à aller chez le médecin pour autre chose, et à la fin de l'examen, il me demande s'il y a quelque chose de spécial qui a changé. Et je lui dis, en fait, ils m'ont fait une série d'examens. Et en fait, donc quelques temps après, il me rappelle en me disant « il faut que tu viennes parce que tes examens n'étaient pas bons, etc. etc. » Et quand il m'a dit ce que j'avais, au lieu d'être un peu écroulée, parce que par définition ça voulait dire que je l'aurais pour le reste de ma vie, mais je me suis sentie soulagée de savoir ce que j'avais. Parce qu'en fait, parmi les différents symptômes que j'avais, c'était une fatigue intense. Mais j'ai jamais osé dire que j'étais fatiguée lorsqu'on me demandait comment je vais. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est parce qu'on nous a appris que les Noirs sont soi-disant fainéants que j'ai eu peur de dire « je suis fatiguée ». La manifestation du racisme, c'est ça aussi. C'est le fait qu'on intègre certains stéréotypes et qu'on passe notre temps à les combattre. Par exemple, moi, arriver en retard, je ne le fais pas. Parce que j'ai toujours peur que quelqu'un dise « la Noire est en retard ». Donc c'est-à-dire que la plupart d'entre nous fonctionnent avec une charge mentale qu'on n'a absolument pas choisie. Vous allez chercher un logement. Vous arrivez, ah non, on ne loue pas aux Noirs. Et parmi les raisons de discrimination que l'on évoque le plus souvent aussi, c'est, soi-disant, les Noirs sont sales. Comment des gens qui ne se connaissent pas arrivent à sortir ce même argument? La propagande coloniale. Ça, c'est le domaine du logement. J'emploie pas de Noirs parce que les Noirs sont fainéants. Domaine de l'emploi. Alors qu'une étude de la Fondation Roi-Baudouin sortie en 2012-2013, je suis plus certaine des années, donc la Fondation Roi-Baudouin, démontre qu'en fait, dans la population belge, le taux de diplomation est beaucoup plus élevé chez les Belges d'origine rwandaise, congolaise et burundaise. On est sur des chiffres qui tournent entre 58 et 62% d'entre eux qui ont un diplôme de type universitaire. Tandis qu'en dehors de celle-ci, on est sur des chiffres de 38 à 40%. Et pourtant, les afrodescendants d'origine rwandaise, burundaise et congolaise ont un taux de chômage qui est 4 à 5 fois plus élevé. Donc, d'une part, on fait croire que les Noirs seraient soi-disant fainéants, et d'autre part, les chiffres sont éloquents sur le fait qu'en fait, le taux de diplomation est beaucoup plus élevé. Et la Belgique, malheureusement aussi, est dans le classement de l'OCDE, l'avant-dernier, donc en termes d'intégration des personnes étrangères non européennes sur le marché de l'emploi. Donc ces personnes sont qualifiées, elles ont des diplômes, mais on ne les prend pas. On connaît toutes et tous autour de nous des gens qui ont fait, je ne sais pas moi, un diplôme en particulier et qui ne travaillent pas dans leur domaine parce qu'ils n'ont jamais trouvé dans leur domaine. Et pourtant, vous allez entendre des gens, en ce compris dans les communautés qui sont visées, sortir des bêtises, et je le dis, disant qu'il faut arrêter de se victimiser. Se victimiser, c'est un mot qu'on dit très souvent, alors que tous les chiffres montrent que non, il n'y a pas de victimisation. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues. On a dit aux gens que s'ils étudiaient, ils auraient accès à un boulot qui soit à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Énormément de gens ont un master, voire même son doctorat, et pourtant ne travaillent pas au niveau de qualification qui est le leur. Ça, par exemple, c'est une autre forme de manifestation des stéréotypes racistes qui sont donc mis en place via la propagande coloniale. Parce qu'en fait, construire une société, c'est premièrement aussi se baser sur les élèves, les enfants. Quel champ des possibles dans l'inconscient collectif vous construisez lorsque quelqu'un est incapable de voir quelqu'un qui lui ressemble? Vous êtes un enfant et vous n'avez jamais vu un professeur qui vous ressemble. C'est-à-dire que par la même occasion, vous installez aussi dans l'inconscient collectif que le savoir ne ressemble pas aux gens qui me ressemblent.
Et je l'ai vécu en première ligne lors de mes stages. Je finissais, j'avais un groupe d'étudiants et donc c'était le dernier cours. Et j'avais une étudiante qui est restée beaucoup plus longtemps et qui, en fait, avant de partir, me dit « Madame, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre ?» Et moi, j'ai pas tout de suite compris. Je dis « Oui, j'imagine que là, il y a un autre cours qui va commencer. Non, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre ?» Et elle fait comme ça. Mais moi, je comprends pas, en fait, ce qu'elle veut dire par « quelqu'un d'autre ». Et donc, je dis « Oui, il y aura quelqu'un d'autre. » Et en fait, vu ma lenteur, à ce moment-là, le franc n'était pas tombé. Elle s'est approchée et elle m'a touchée. Elle a touché ma main. Et en fait, elle voulait dire, est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre de noir comme toi qui viendra et qui sera professeur? C'est incroyable. C'est incroyable. Comment est-ce que des enfants peuvent s'imaginer dans un domaine dans lequel ils ne se sont jamais vus? Et donc, par exemple, si on se rapporte à la société belge, on apprend aux enfants, par exemple, asiatiques, que dans le domaine dans lequel ils existent, c'est d'être mathématicien ou d'avoir un restaurant chinois. Et si vous êtes noir, les domaines dans lesquels vous existez, c'est le sport et le divertissement. C'est les seuls endroits où vous me voyez. Donc c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose sur le champ des possibles et sur la capacité de nos enfants à pouvoir se projeter dans des domaines en particulier. Entre 2007 et 2009, Justine Henin et Kim Clijsters, donc deux anciennes joueuses de tennis belges, se retrouvent en demi-finale de Roland-Garros, un des tournois majeurs de tennis. Et le week-end qui suit, le taux d'enregistrement des petites filles dans les clubs de tennis explose. Pourquoi, à votre avis? La représentation. La représentation. La représentation, c'est pas... Si vous mangez, c'est pas la sauce en fait, la représentation. Et on nous fait croire que c'est soi-disant quelque chose qui est anodin. La représentation, c'est la capacité à pouvoir se dire « je peux être ça ». Vous ne pouvez pas vous imaginer être quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc si on se met à la place d'un enfant, noir, asiatique, peu importe, dans notre société, comment, dans quel domaine, comment est-ce possible pour nos enfants de pouvoir se voir, s'imaginer quelque part? Donc la question des stéréotypes racistes et leur progression via la propagande coloniale, c'est pas la sauce comme je disais, c'est le repas central en fait. C'est de ce dont il est question. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, ça se manifeste dans tous les domaines. J'ai cité la santé, le logement, l'emploi, l'enseignement, et dans le domaine privé aussi. Vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui a déjà une série de stéréotypes sur une femme noire, il va se comporter avec vous d'une certaine manière parce qu'il estime que les femmes noires, dans le domaine privé ou dans le domaine sexuel, elles font ça. Encore une fois, la question de la propagande coloniale a instauré l'idée selon laquelle les Noirs auraient une sexualité complètement débridée et de la luxure. Et c'est la même chose qui fait que, par exemple, quand vous êtes une actrice noire ou métisse, eh bien, vous allez vous retrouver avec énormément de rôles qui seront du type travailleuse du sexe. Donc, vous allez être un homme noir à qui on a déjà associé l'idée que, soi-disant, ils auraient tous des phallus complètement disproportionnés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un rapport avec vous qui est complètement biaisé. Avant même de vous connaître, avant même de vous rencontrer, ils et elles ont l'impression de savoir ce que vous êtes. Parce que, absolument, apparemment, les Noirs, eux, ne sont pas des gens hétéroclites. On serait un groupe donné qui aurait les mêmes comportements, les mêmes agissements, et la même manière de penser. On aimerait tous la même musique. On serait tous sachant danser, comme quelqu'un avait dit tout à l'heure. Ça peut amener à faire sourire, mais en fait, c'est pas ce dont il est question. Et tout ça pour dire que le travail qui est fait par une organisation comme Yes African, c'est absolument primordial. Et en fait, si vous deviez retenir quelque chose, en tout cas de ce moment d'échange qu'on a eu, vous et moi, c'est que c'est impératif pour nos vies que de soutenir les initiatives associatives, culturelles, politiques, peu importe, qui permettent la libération et l'émancipation de gens qui nous ressemblent. Ce n'est pas un privilège, c'est le fait de mettre en place
des politiques dans le sens noble de la chose, des mesures, pardon, qui permettent d'atteindre le même niveau que le reste de la population. C'est justement corriger la discrimination originelle que de soutenir toutes les initiatives qui permettent la libération et l'émancipation de toutes les personnes dans notre société. Donc à chaque fois qu'on vous dira que tu parles beaucoup de racisme, oui en fait parce que ça impacte tous les secteurs de ma vie. Tous les secteurs de ma vie. Donc je pense qu'il en va de notre avenir, il en va de notre bonheur et il en va de notre dignité en fait. Rien d'autre que notre dignité.